ressortissants de Tanchali en France qui organise cet accueil. C'est dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale qu'on a voulu participer. Donc c'est notre deuxième participation. L'année dernière aussi, on avait organisé quelque chose pour la semaine. Et nous vous remercions donc de nous avoir honorés par votre présence. Avant tout, je voudrais remercier la mairie de Val-d'Oreuil qui a mis cette salle à notre disposition. Comme la semaine dernière aussi, on avait organisé autre chose, donc nous remercions la mairie et qui nous honore aussi par la présence de Madame Manard. Donc voilà, et puis je vais essayer de vous faire connaître l'association des ressortissants de Tanchali, qui est ARDF. C'est une association de loi 1901 qui est créée en 1971 à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. C'est une association qui a eu plus de 41 ans. On a déjà dit comme le centre de santé, construit des salles de classe, a creusé des puits, a participé, a mis des pressions sur l'État pour un forage avec un château d'eau de 200 mètres cubes. Donc, Dieu merci, grâce à ça, il y a de l'eau en bonne qualité à Tanchali, avec aussi la protection de l'environnement. Donc, tout ça, c'est grâce aux activités de l'association. Et puis, nous remercions dans ça la mairie de Val-d'Oreuil avec laquelle nous avons signé une convention de coopération. Grâce à cette convention, beaucoup de choses ont été réalisées, parmi lesquelles la présence d'une sage-femme du village à l'hôpital intercommunal de Vier pendant un an, c'était en 2000. Et puis la création du centre de santé qui a eu la présence du maire de Val-d'Oreuil à Tanchali en février 2011. Et beaucoup d'autres choses. Et puis parmi nos partenaires, on peut citer la région Normandie, la CAS, la communauté d'agglomération, la Fondation BEA et beaucoup d'autres organismes qui sont en Afrique et même en Europe. Et puis grâce à son activité, l'association ARDF a eu à être invitée par une invitation conjointe de la Commission européenne et de l'ONU grâce aux activités de l'association. Donc l'association a eu à participer à une exposition pour montrer ce qu'elle a fait. C'était en 2008. Et M. Abdoulaye, que je vais vous présenter, a représenté l'association à Bruxelles pendant une semaine pour exposer les activités de l'association. Donc l'association AFR, c'est une association aussi qui travaille, ou qui est la jumelle de l'association du développement de Tanchali. Et M. Abdoulaye, qui est ressortissant du village, qui est là occasionnellement dans le cadre de ses activités en tant que chercheur. Donc il s'est présenté volontairement pour nous présenter cette conférence. Donc nous lui remercions beaucoup. Donc Abdoulaye, c'est un chercheur spécialisé en écologie et animale à l'université de Dakar, le rôle de l'association du président. Donc c'est quelqu'un qui nous est très très utile. Et bien qu'il manque beaucoup de temps, il est là pour vraiment des travaux très prenants. Mais il a su trouver le temps et ne pas dormir la nuit pour préparer cette journée. Et nous lui remercions beaucoup. Monsieur le Président, ce qu'il a peut-être omis de dire, c'est que je suis un Sahélien. Donc le regard que je vais porter sur le Sahel n'est pas un regard d'un spécialiste, c'est plutôt un regard d'un Sahélien sur son milieu. À proprement parler, ce n'est pas vraiment une conférence, c'est plutôt une présentation prétexte à un débat, j'espère, du milieu sahélien. Le milieu et les hommes. Le mot Sahel est un mot d'origine arabe qui signifie frontière, limite, côte. En fait, c'est une zone de transition trop humide, mais c'est une zone quand même assez fragile et dans laquelle évoluent des populations très diversifiées. Du point de vue géographique, donc sur cette carte, on a un peu schématisé la bande sahélienne. C'est une zone donc écoclimatique qui recouvre tout en partie une dizaine de pays allant du Sénégal jusqu'à Djibouti, c'est-à-dire de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Donc il y a une douzaine de pays à peu près. Mais généralement, nous, quand on parle du Sahel,
on parle des pays comme le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Parce que très souvent, ce sont des zones qui subissent le plus les difficultés que les gens rencontrent au niveau du Sahel. Au niveau cadre géographique du Sahel, donc du point de vue climat, comme dans toutes les régions africaines, on a pratiquement 2 saisons climatiques très contrastées. On a une saison dite sèche qui va d'octobre à juin et une saison des pluies qui va de juillet à septembre. Donc d'octobre à juillet, il n'y a pas d'eau. Pas d'eau qui tombe. La pluie ne tombe que pendant quasiment 3 mois, de juillet à septembre. Donc, la vie dans le Sahel est rythmée par ces 2 saisons. Là, c'est juste pour ces 2 photos, c'est pour illustrer les contrastes qu'on a entre les 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Quelqu'un qui est étranger du Sahel, lorsqu'il débarque pendant la saison sèche, la première chose qu'il va se demander, comment les gens arrivent à vivre dans ce milieu. Il revient en saison de pluie, il va se dire, est-ce que c'est la région que j'avais vue avant? Les températures, là on a des températures très élevées. La moyenne des maxi tourne autour de 30 à 35 degrés Celsius. Et la moyenne des mini autour de 14-17 degrés. Au niveau vent, on a 2 types de vent. En gros, c'est la mousson qui souffle pendant la saison des pluies, c'est le vent porteur de pluie. Et pendant la saison des pluies aussi, les pluies s'accompagnent souvent d'orages très violents qui peuvent à l'occasion provoquer certains dégâts, qui vont même aller jusqu'à mort d'homme. C'est aussi accompagné de foudre, etc. Et pendant la saison des sèches, on a plutôt un vent qui s'appelle harmattan, un vent chaud et sec, chargé de poussière, qui rend parfois la visibilité très mauvaise pendant quelquefois 3-4 jours, quelquefois même pendant toute une semaine. Au niveau sol, en gros, on a 3 types de sols au niveau de la zone sahélienne. On a des sols sableux dunaires dans la majorité des cas. On a aussi des sols latéritiques, peu profonds, sur des cuirasses ferrugineuses. Et le 3e type de sol, ce sont des sols argileux appelés des vertisols qu'on retrouve au niveau des cours d'eau, dans les dépressions. Sur chacun de ces types de sols se développe un couvert végétal caractéristique. C'est ceux qui sont là qui savent les sankai, qui viennent de Tiayi, qui est en fait une plante dominante de cette zone, de cette savane arbustive sur sol latéritique. Là, c'est un tapis herbacé parsemé de ligneux sur sol dunaire sableux. Là, c'est des dunes de sable. Là aussi, au niveau local, il y a un nom qui désigne cet écosystème, ce biotope particulier. Et justement, ce nom est lié au type de sol qu'on a dans ces milieux-là. C'est un sol sableux qui est appelé séné au niveau local. Sur le 3e type de sol, poussent des savanes arborées. C'est dans les dépressions, donc vous avez des dépôts vaseux qui forment des jardins sur lesquels, comme c'est un sol humide, vous pouvez voir des forêts-galeries qui se développent. Généralement, c'est le long des cours d'eau. Le lion qui faut trouver il y a maintenant des dizaines d'années dans la zone, qui a disparu maintenant, et préférait ces forêts-galeries qu'on avait au niveau des cours d'eau. Dans le Sahel, l'eau est un problème majeur. On a en gros des eaux de surface qui peuvent être des cours d'eau permanents ou des cours temporaires. On a aussi des nappes profondes. Pour ce qui concerne les eaux de surface, les cours d'eau permanents, on a les fleuves, comme par exemple le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. On a aussi des lacs, comme le lac de Guiers au Sénégal et le lac Tchad au Tchad. Donc, il y a une sorte de paradoxe au niveau du Sahel. L'éleveur, il veut de l'eau, mais il ne veut pas de l'eau partout. Il y a de l'eau, il y a plus d'animaux, donc il y a moins de tapis herbacés, il y a moins d'herbes. Donc, il faut qu'il y ait de l'eau, mais pas beaucoup.
et ils ne vivent pas à côté de l'eau. Ils vivent loin de l'eau, ce qui va poser un problème en approvisionnement, comme on le verra tout à l'heure. Au niveau démographique, on a une croissance relativement rapide de la population. Entre 61 et 2000, on a la population qui est passée de 19 millions à 50 millions d'habitants. On peut dire que ce n'est pas énorme par rapport à la superficie du Sahel, mais si on prend en compte les zones, les superficies utiles du Sahel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc il y a une sorte d'explosion, relativement une sorte d'explosion démographique qui a des conséquences sur la disponibilité des terres agricoles, des pâturages, et ce qui a conduit à l'exode de beaucoup de ruraux vers les centres urbains. La population sahélienne se caractérise par un peuplement peu dense, mis entre guillemets peu dense, et aussi par une très grande diversité dans sa répartition religieuse et surtout ethnique. Densité, moins de 11 habitants au kilomètre carré, on peut dire que c'est quelque chose de faible, mais si on prend en compte la surface utile, les superficies utiles, donc il y a des zones de forte concentration de population et d'autres zones où il n'y a quasiment personne parce que les ressources ne sont pas disponibles au niveau de ces zones-là. C'est pour ça qu'il faudrait relativiser quand on dit que la densité est faible. Comparé à la moyenne africaine qui est de 32 habitants au kilomètre carré et la moyenne mondiale qui est de 49 habitants au kilomètre carré. Du point de vue religion, on a principalement 3 religions. Il y a l'islam, le christianisme et l'animisme. Au niveau de chacun de ces groupes, on a des diversités importantes. Par exemple, pour ce qui concerne les musulmans, les principes de base sont partout les mêmes, mais du point de vue interprétation des textes, il y a des divergences. C'est pour ça qu'il y a certains qui disent qu'il y a autant de religions musulmanes que de marabouts, parce que chaque marabout a sa religion, a son interprétation, a sa façon de voir les choses. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas qu'on les appelle tout couleur, parce que tout couleur, c'est les autres qui les appellent tout couleur en réalité. Mais eux, ils s'appellent Poulard ou Peul, mais ils ne s'appellent jamais entre eux tout couleur. Les gens, pour distinguer ceux qui sont, si ce sont sédentarisés et des Peuls nomades, ils appellent les Peuls sédentaires de tout couleur et les autres continuent d'être appelés Peuls. C'est pour ça que je parle de couleur et de Peuls sens strict, c'est-à-dire les Peuls nomades. Donc on a des sédentaires et des nomades. C'est les sédentaires, c'est là où on trouve des agro-pasteurs. Ils élèvent des moutons, des chèvres et des vaches. Et il y en a parmi eux des commerçants, mais il y a aussi des artisans, etc. Ils dépensent beaucoup d'énergie pour entretenir le troupeau, tant dans la recherche de l'eau, dans la recherche du fourrage, etc. Mais en retour, ils tirent très peu de choses de ces troupeaux. En dehors du très peu de quantité de lait qu'ils produisent pendant la saison des pluies, quasiment il n'était rien de ces vaches-là. Ce qui fait que certains parlent de cet attachement irrationnel à la vache comme étant un élevage sentimental. Parce qu'ils veulent toujours avoir des vaches, même si ces vaches ne servent pas à grand-chose. Ils veulent dire que j'ai des vaches. Donc, lorsqu'ils trouvent des pâturages, généralement c'est dans des endroits où il n'y a pas d'eau. Donc il faut s'organiser pour trouver de l'eau. Pour trouver de l'eau, il faut aller soit avoir une puits dans les alentours, ou bien le forage qui est situé à une dizaine, voire une quinzaine de kilomètres du lieu du pâturage, s'organiser pour aller chercher de l'eau. Lorsqu'on parle du Sahel au niveau international, c'est que lorsqu'il y a des crises alimentaires, qui se sont installées. On parle aussi du Sahel lorsqu'il y a des inondations qui créent des dégâts. On parle aussi du Sahel lorsqu'il y a des rébellions qui sont en marche. On parle du Sahel aussi lorsqu'il y a des illuminés qui sortent la sécurité des populations. Cependant, il existe un autre Sahel. C'est un Sahel festif, malgré les crises. C'est un Sahel espérant, malgré la rigueur du milieu.
c'est un sol vivant qui s'en trouve plus cher. C'est par exemple, on fait des plans. Je voulais savoir, la population Pearl, est-ce que c'est une personne, ça vient d'un petit peu toute l'Afrique? Les Peuls sont une ethnie nomade. Ils sont Peuls parce qu'ils parlent une langue qu'on appelle le Fulani, le Peul, le Poulard, etc. Ce qui les caractérise, c'est que c'est des éleveurs. C'est des éleveurs qui se déplacent partout. Donc ils n'ont pas un statut spécial Non, ils n'ont pas de statut. Justement, la difficulté avec les Peuls, c'est même assez difficile de trouver parmi les Peuls quelqu'un qui a une carte d'identité. C'est des gens qui voyagent. Quoi? Des gens qui ne connaissent pas les frontières. Tu me laisses? Je me suis limité au Sahel, mais si vous allez même dans les zones les plus humides, telles que les zones soudaniennes, même les zones guinéennes, telles que le Cameroun, etc., vous allez trouver des peuples. Parce qu'ils ont fui les Sahel, de l'Arctique vers les zones plus clémentes. Donc c'est quasiment un peu partout. Remercier notre conférencier Abdoulaye parce que je me suis dit un sujet qui concerne l'agriculture, le parler à Val-de-Reuil, comment le faire vivre, donc il a été très pédagogue et il nous a expliqué en tout cas les tenants et les aboutissants. Ce que j'ai retenu de ce sujet, c'est que l'agriculture, c'est une agriculture de subsistance et que les personnes n'arrivent pas à vivre de l'agriculture. C'est pas comme l'agriculture en France ici, qui ont des ressources très suffisantes pour pouvoir vivre. On voit bien que c'est ça qui a généré peut-être même, je dirais, la première cause de l'immigration ici en France. C'est qu'on cultive, on travaille sans arrêt, mais on n'arrive pas à vivre de notre agriculture, on cultive essentiellement du mil chez nous, et de l'arachide, et il ne pleut que pendant 3 mois dans l'année, et c'est la cause principale de l'immigration. Et on voit également qu'au niveau de l'élevage, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un élevage, je dirais, de plaisir. J'ai oublié le terme que vous avez utilisé. Sentimental. Donc on passe tout notre temps à travailler, mais on n'a pas les ressources suffisantes pour pouvoir vivre de cela. J'en profite pour, je dirais, remercier, comme l'a dit le président de notre association, de la ville du Val-de-Reuil, ses habitants, pour l'effort qu'ils ont fait, ça a été affiché également à travers les photos, pour pouvoir nous assister à cela, parce qu'en Europe, on a tendance à dire on ne va pas aider les habitants de l'Afrique parce que tout simplement, tout ce qu'on va leur aider, ça va être détourné. On voit bien que, à travers les associations villageoises, s'il y a une aide particulière qui est donnée, on sait là où elle va. Elle va directement aux habitants, aux populations les plus défavorisées. J'étais au mois d'octobre à Bantiali, j'étais allé visiter ce centre de santé. Il y avait, je dirais, presque exclusivement des femmes qui étaient venues avec leurs enfants. Il y avait le palu, donc ils étaient là parce que pendant la saison 7, la saison était bonne cette année-ci, la saison pluvieuse, et il y avait beaucoup de paludisme, et c'est grâce au centre de santé que les gens pouvaient soigner leur famille. Et puis il y a un autre enjeu que tu as cité, qui me paraît extrêmement important, c'est le problème de l'équilibre écologique. Parce que dans le Sahel, l'équilibre est très fragile, et on a eu en 1989 plus de 70 000 réfugiés mauritaniens qui sont venus avec leur bétail s'installer. Je pense qu'il y a une photo quelque part de ce village mauritanien avec toutes leurs vaches qui sont venues s'installer, qui font que cet équilibre est essentiellement fragile. Et on voit également, tu en as parlé également, le problème de la démographie, c'est-à-dire que Bantiali était avant un village à peu près de 2000 habitants, il y a plus de 5000 habitants maintenant, avec toutes les conséquences que ça proposait en termes de développement, en termes bien sûr de l'école, en termes de collège, en termes aussi peut-être même de santé, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de canalisation, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de... Voilà. Tout cela fait que nous avons besoin de l'Europe aussi pour pouvoir développer ces nouveaux besoins qui sont là. Donc le Sahel, c'est une zone à la fois
Je dirais sur le plan culturel, tu as terminé là-dessus. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'espoir, mais c'est un lieu également dans lequel l'avenir est un peu fragile et un peu fragile. Merci à vous pour ton brillant exposé. Merci à vous.